Fred Savard avec vous pour ce 30e épisode de la balado. C'est la saison 5, hein? N'oubliez pas, il y a des gens qui écoutent les épisodes à rebours, je le précise. Et là, avec moi dans les luxueux studios de la balado, quelque chose d'assez rare. Godefroy Lorando et Mathieu Bellil en même temps. Et voilà. Ben oui, bonjour. Bonjour, et Hélène Faradji aurait dû être là, mais oui. cette semaine, elle n'était pas disponible aujourd'hui pour enregistrer. Elle était plus tôt dans la semaine, puis moi, plus tôt, j'étais pas disponible sur le plan physique. J'étais un peu malade. Ah oui? Ouais, il y a comme un drôle de virus qui circule. Pourtant, qui part. Fred, vous êtes rayonnante Oui, ce je matin. sais. Ça s'appelle peut-être aussi manque de soleil, non? Vous aussi? Manque de sommeil? Oui, vous aussi, Godefroy, vous êtes rayonnant. Ben On va oui, en parler moi, tantôt. Moi, j'ai mais... des trucs. Ben oui! Ouais, j'ai pris l'avion. Oh. Ça rend vraiment heureux. Ça aide. Mais Mathieu aussi. Il n'y a rien comme alourdir son bilan carbone pour, Tout à fait. pour aller mieux. Pour Oui, ça va. alléger son bilan santé. Oui, c'est vrai. C'est Oui. vrai. D'ailleurs, vous aussi, Mathieu, Ouais, je pense qu'on en parlait tantôt. Oui, ça a été un hiver Oui. fatigant. Mais tout ça est très intéressant, mais en attendant, on va aller voir ce qui s'est passé cette semaine. Les actualités cette semaine. Alors, nouveau sondage ce matin fait par Léger et le groupe québécois qui montre que le gouvernement Legault subit les contre-coups là, de son abandon du tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Oui, vous imaginez bien que ce sondage a suscité beaucoup de réactions ce matin à l'Assemblée nationale et qui donne 36 % à la CAQ. C'est une baisse de 4 points par rapport à février dernier. Et vous le disiez, dans la région de Québec, là, le recul est vertigineux là, pour le gouvernement Legault. Bon, là, oui. Vous l'avez vu, hein, ce sondage-là? Oui, cette je semaine? l'ai vu. Ouais, Dans la région de Québec, c'est 14 points de baisse pour la CAQ. C'est Hausse de mal. 8 % pour le Parti québécois, Ben oui. qui passe devant la CAQ à 28 %. Mais ça, c'est juste la région de Québec. Là, visiblement, les gens de la région de Québec ont gardé un bon souvenir du Parti québécois. C'est quand même le dernier parti à leur avoir offert un éléphant blanc qui s'est réalisé, c'est-à-dire le centre Vidéotron. Parce qu'on se rappelle, le PQ s'opposait aussi au troisième lien. C'est quand même étrange, là, cette transition. On aurait pensé que c'est le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur, qui aurait le plus profité de la volte-face de la CAQ. Bon, il récolte quand même 23 % dans la région de Québec, une hausse de 6 points, mais il reste troisième. Dans les sondages. En même temps, quand on s'arrête à la méthodologie, et là, c'est là que je trouve ça intéressant, il faut peut-être prendre ce sondage, comme la plupart des sondages, avec un grain de sel vertigineux. Premièrement, on est à 3 ans et demi des élections. C'est un sondage web avec 1200 répondants. Le sondage n'a pas de marge d'erreur parce qu'il a utilisé un échantillon non probabiliste. Et moi, j'ai un ami spécialiste des sondages qui m'a éclairé avec cette histoire d'échantillon non probabiliste. Ça fait longtemps qu'on entend parler, hein? On entend parler souvent, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et il me rappelait que la marge d'erreur d'un sondage repose sur l'hypothèse selon laquelle chaque élément de la population a la même chance d'être inclus dans l'échantillon. Dans le cas d'échantillons non probabilistes, comme ceux basés sur des échantillons de convenance, il est à peu près impossible de garantir une représentativité de la population. C'est quand même important. Et là, vous allez me dire, c'est quoi un échantillon de convenance? Ben, c'est un échantillon constitué de personnes qui sont choisies simplement parce qu'ils sont pratiques ou disponibles, plutôt que d'être sélectionnés de manière aléatoire ou systématique. Et dans le cas qui nous occupe, le sondage léger, c'est via le panel, et ça, ils le disent dans le sondage, hein, c'est via le panel en ligne Léo. Puis je suis allé voir ce panel en ligne Léo qui permet aux gens, s'ils acceptent de faire un sondage sur Internet, d'avoir des récompenses, d'avoir des goodies, comme des points pour une carte cadeau Tim Hortons de 20 $. On peut échanger nos Air Miles avec les points Léo. On peut avoir une carte cadeau Uber, une carte cadeau Uber Eats, une carte cadeau Starbucks, une carte Fred, cadeau on Dash. découvre un univers là, insoupçonné de Moi, je m'en récompenses. vais. Alors, non, mais on s'entend que cette clientèle-là, en tout respect pour les gens, c'est pas une clientèle qui fréquente beaucoup le panier bleu, visiblement. T'sais, on rappelle aussi que celui qui possède l'empire médiatique qui a commandé le sondage à la firme Léger, dont le père et le fils de la firme sont chroniqueurs dans les journaux de la personne qui a commandé le sondage, nous apprend que le parti dont le propriétaire de l'empire médiatique qui a commandé le sondage et qui a tenté d'en devenir chef est celui qui sort grand gagnant de la grogne des gens de Québec, qui voulait un troisième lien et qui n'en aurait pas eu avec le Parti québécois, on le rappelle. Alors, c'est quand même un sondage à prendre avec un grain de sel. C'est bien d'informer les gens. non, mais je moi, suis rappelle d'accord. Il y a quand des même. choses qui ne changent pas, par exemple, parce que dans le sondage, c'est Ouais. ce qui m'a frappé, c'est à quel point le Parti libéral est dans Oui. le fond Mhm. le fond du tonneau. Oui. Là.
Côté 14%. francophone, je pense que c'est 6% à l'échelle du Ouais. Québec. Et Québec solidaire aussi qui a gagné 2 points, je pense, dans Ouais. ce sondage-là. Ouais. Mais ouais, dans la région de Québec, cela dit. Mais le mystère de Québec est grand. Oui, le mystère de Québec est grand. En tout cas, tu parles d'une mauvaise raison pour voir ton parti monter en flèche. Il me semble que si j'étais Ben, PQ, je me dirais. Mais Mon surtout Dieu, que qu'il c'est n'en plate. voulait pas. Moi, c'est ça qui est fou. Mais C'est ouais, ça. mais Il n'en voulait pas. Je pense que la je crois, différence, honnêtement, tu sais, quand on y pense, c'est quand même d'une incroyable grossièreté Ah oui, d'avoir promis tout à fait. et juré croix de bois, croix de fer, on va le faire. Puis là, tu sais, là, chez moi, avec les GES, il n'y avait Ah pas, ouais. il y avait C'est pas de fou. discussion. Puis là, même pas un an plus tard, ça fait-tu un an qu'ils sont là? Non? Ça fait 6 mois qu'ils ont Non, été ça fait réélus? 6 mois, oui, c'est ça. Puis là, non, on Bon. le fait pas. Puis le premier ministre, je m'excuserai pas. Puis là, Geneviève Guilbeault qui nous lance un nouveau projet qui a pas l'air très bien ficelé. Et que qui les fait gens des- veulent pas. Hein. qui fait des jeux de mots et des pitreries. Oui, oui. Ah, là. Et Mathieu, c'est drôle que vous disiez ça parce que là, il y a une réforme de l'éducation Oui. qui nous apparaît par Parlant Bernard de, Drinville. parlant de pitrerie. Oui, une réforme sortie de nulle part. Moi, j'avais jamais entendu parler que ça se préparait. Et on dirait que ça veut peut-être nous aider à détourner notre attention de Mhm. l'échec du troisième lien. Aussi, à la CAQ, quand ça va pas bien et que la grogne monte, on propose des réformes. On en a eu une avec la santé pour faire oublier la gestion catastrophique de la pandémie. Ouais. Et là, on en a une en éducation, un milieu qui a eu plusieurs réformes dans les 30 dernières années qui ont toujours très, très bien fonctionné. Il faut Oui. donner ça à Bernard, cela dit. Ça lui a pas pris de temps à nous Mhm. concocter sa réforme. Le temps de se moucher et d'essuyer ses larmes de crocodile. Et pouf, voilà la réforme. C'est une réforme qui vise plusieurs objectifs, dont celle de corriger la dernière réforme, celle de Jean-François Roberge en 2020. Une réforme WAC. Oh, attention. Une réforme WAC qui visait à pull-up les commissions. Les commissions scolaires. Ça, c'est le faucon qui crie Ouais. quand on entend des anglicismes. La réforme Drainville va donc donner plus de pouvoir à Bernard Drainville pour serrer la vis aux dirigeants des centres scolaires. Et vu que c'est une réforme caquiste, elle va nécessairement s'attaquer aux syndicats. Parce qu'on le sait, hein, les syndicats, c'est sick. Mais pas dans le bon sens. C'est du mot. Je trouve ça décevant quand on entend le cri d'un faucon. On s'attendrait à mieux d'un faucon. Oui. Hein? Bernard veut aussi créer, attention, ça c'est Oh. intéressant, un Institut national d'excellence en éducation qui aura pour mandat de s'assurer que le milieu scolaire et post-secondaire dispose de données probantes. Et là, c'est Normand Baillargeon qui va être content, lui qui milite pour l'utilisation de données probantes en éducation depuis très, très longtemps. Il en parlait même quand il était encore anarchiste à la fin du 20e siècle. Cela dit, on rappelle que le nouvel Institut national d'excellence viendra remplacer un autre Institut national d'excellence qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation, qui a la fâcheuse tendance à prouver année après année que le système d'éducation québécois à 3 vitesses est un des systèmes les plus inégalitaires en Occident. Chose que refuse de croire Bernard Drainville. D'ailleurs, il annonçait aussi cette semaine qu'il n'avait nullement l'intention d'abolir le financement des écoles privées et celui des écoles privées religieuses. Bernard rappelle qu'on n'a peut-être pas de troisième lien, mais au moins, nos écoles ont 3 vitesses, ce qui permet à plus d'élèves d'avoir moins de chances de rêver de pouvoir remplacer Bernard comme ministre de l'Éducation un jour. Psychodrame autour de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, ça se poursuit. Au début, j'étais un peu dubitatif par rapport à tout ça. Là, je suis quasiment obligé de s'en intéresser parce que Ouais. ça percole dans les médias. Ça s'est poursuivi donc cette semaine avec Alexandre Trudeau, qui Oui. témoignait devant un comité parlementaire pour savoir s'il était effectivement intervenu dans une affaire de dons louches de 140 000 $ versés à la Fondation familiale en 2016. Des dons qui provenaient de riches hommes d'affaires chinois. Alexandre Trudeau a déclaré que la tourmente est le résultat de ragots colportés par l'ancienne directrice de la Fondation et aussi à cause, ça c'est un nouveau classique, du mauvais journalisme. C'est Bernard de Rome qui sera pas content. En commission parlementaire, un député conservateur a tenté de prouver qu'Alexandre Trudeau était un admirateur de la Chine parce que lui a écrit un livre. Oui. D'ailleurs, en 2016, même année que les dons douteux, Oui. un livre qui s'appelait Un barbare en Chine, nouvelle. Oui. Ça a gagné des prix. Bon, ça, les prix. Mais je pense ça que c'est donne des beaucoup prix de de prix. complaisance. Ouais, c'est Mais ça. non, mais lui, c'est parce qu'on peut pas. Je dis, il est pas neutre, là. C'est Non, mais il un paraît que ça grand fait 10 ans. admirateur de la Chine. Ben, c'est ça. C'est intéressant que vous disiez ça, Mathieu, parce que lui, il s'est défendu d'avoir écrit un livre hommage au régime communiste, mais avoue y être allé plusieurs fois. Oui. Il a même rencontré, ça, il l'a dit, pour prouver comment il s'intéresse à la Chine, il a même rencontré la population locale. Wow. Ça qui Il démontre s'est jusqu'où- abaissé.
Hein? était prêt à Tout aller- aristocrate Ouais. qu'il est. Ça fait quand même beaucoup de monde à rencontrer. Puis j'ai l'impression qu'il n'a pas tout payé, moi, dans ces séjours. Ah, J'ai ben ça, comme non, l'impression. non, écoutez, Je fais attention, Non, là. non. C'est une impression. C'est dégoûtant d'entendre ça. Ouais, je ne veux absolument pas être associé à ces propos-là, Mathieu Bellil. Cela dit, c'est quand même intéressant, cette fixation et cet intérêt des Trudeau pour les régimes autoritaires. Hein? On se rappelle que Justin avait déjà avoué, il n'y a pas si longtemps, son admiration pour la Chine. Pierre-Éliott Trudeau était ami avec quelques dictateurs, parmi les plus sympathiques de son époque. Et c'est pas pour rien qu'il a donné le sobriquet soviétique de Sacha à Alexandre Trudeau. Et rappelons-nous la touchante lettre qu'Alexandre avait publiée dans la presse à la mort de Fidel Castro. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il avait publié une lettre hommage à Fidel Castro. Et Alexandre nous rappelait de ne pas être trop dur avec l'héritage castriste parce que lui gardait d'excellents souvenirs. Et là, je vous dis, ça c'est véridique. Gardait d'excellents souvenirs de Fidel, dont des moments extraordinaires sur les plages cubaines quand il était enfant, alors que Fidel n'hésitait pas à déchirer sa chemise pour se mettre en chess. Ça n'a pas été dit comme ça, mais il disait, il enlevait son t-shirt, plongeait dans la mer pour nous ramener des oursins que nous dégustions crus sur la plage pendant que croupissaient en prison des milliers de prisonniers politiques. C'est ça. Alors là-dessus, on doit faire confiance à Alexandre. Il sait très bien reconnaître un régime autoritaire. C'était les actualités cette semaine. Bon, c'était pas toutes. C'était pas toutes les actualités, mais c'est celles qui ont retenu mon attention. On aurait pu parler des CPE, Godefroy, parce En effet. qu'il est sorti quelque chose là, avec Thomas Gerbet qui a fouillé là-dedans. Il a lâché l'arsenic pendant quelques instants pour Oui. se faire ressortir en chiffres une impression qu'on a, nous, dans le milieu depuis... Bon, moi, je travaille Encore en des CPE. données probantes. Absolument. Et puis, nous, tu sais, concrètement, chaque milieu vit sa réalité. Puis moi, je peux vous le dire, j'ai vu des éducatrices qui ont étudié pour être éducatrices et qui, depuis quelques années, font d'autres études pour éventuellement quitter le milieu. Et là, la pénurie de main-d'œuvre qui est arrivée un peu partout dans le milieu de l'éducation a fait qu'après la pandémie, il y en a plusieurs qui sont partis à la retraite, mais il y en a qui sont partis finalement tâter de ce nouveau domaine, gagner un peu plus d'argent. Toutes des personnes qui aimaient encore le travail auprès des petits-enfants de 0-5 ans. Oui. Et là, lui arrive avec des chiffres, en fait. Puis ce qui a avancé, puis je ne prendrai pas trop de notre temps, mais je voulais juste appuyer un tout petit peu. C'est pas le sujet de votre chronique. Là. Non, du tout, mais c'est 3000 éducatrices qui ont quitté le milieu, le réseau des CPE, garderies subventionnées et garderies familiales tout ensemble. 3000, est-ce que c'est beaucoup? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est 10% du nombre de professionnels qui travaillent dans ces trois types de services de garde-là qui ont décidé de quitter le navire dans les 12 derniers mois. C'est fou. Et c'est quoi le ratio déjà, éducateur, éducatrice, enfant? Ça dépend du groupe d'âge. Chez les poupons, c'est 1 pour 5. Oui. Chez les 18 mois, 4 ans, c'est 1 pour 8. Puis chez les 4 ans et 5 ans, c'est 1 pour 10. Fait qu'on peut, en moyenne, multiplier par 8 le nombre d'enfants qui n'ont plus d'éducatrices, donc 24 000. Il y a des... Grosse moyenne vulgaire. Il y a des éducatrices aussi qui sont malades. Il y en a 1500 qui sont hors du travail pour des raisons des autres maladies. Et il y a un certain nombre de jours au Québec où les services de garde ont dû appeler les parents pour leur dire, écoutez, on ne peut pas garder vos enfants. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, Fred, parce que ça, c'est juste les moments où on n'est pas capable, point, de prendre les enfants. Après ça, si vous vous attardez à la qualité du service, ça vous prend des éducatrices professionnelles formées. Moi, j'ai été éducateur pendant des années, puis j'ai tripé fort. J'ai vraiment aimé faire ça. J'étais à ma place. Je suis maintenant directeur adjoint. Je vois encore des gens passionnés, mais l'espèce d'idée qu'on est dans un réseau en développement où la priorité est à la qualité, donc à la formation du personnel, cette idée-là s'étiole et le nombre d'étudiants qui sortent des écoles baisse aussi. Et je voulais juste... pas attrayant? Non, ça ne l'est pas. Puis moi, la dernière qui est partie... Mais la ministre, elle a dit que c'était un beau métier. Elle a raison. Cette semaine. Elle a raison. On la remercie. Mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, c'est ça. Tout à fait. Alors, elle allait en profiter, mais sauf que la dernière qui a quitté ce beau métier, là, au CPE où je suis, elle l'a quitté pour des raisons financières. Elle n'arrivait plus avec son loyer, puis c'est sa réalité à elle, les choix qu'elle faisait, mais elle a quitté pour aller faire des ménages. Et c'est ça qu'elle fait. Donc, à son compte, elle arrive à faire pas mal plus d'argent qu'éducatrice. Donc, je ne veux pas faire pleurer personne. Il y a plein de milieux en pénurie en ce moment. Je veux juste que nos auditeurs gardent en tête que ces personnes-là qui s'occupent des enfants, qui sont, un des engrenages qui permet à la vivacité économique du Québec de se mettre en place tous les jours,
Il y a ça, il y a le service de garde, mais il y a la qualité, la préparation à l'école qui commence en petite enfance. Et il faut investir, il faut qu'il y ait de l'argent placé là-dedans. Et merci Thomas Gerbet d'avoir simplement fait relever des chiffres comme ça. 10% des éducatrices qui ont quitté cette année. Et là, je sais que, comme en restauration, la solution, ça ne sera pas d'engager des enfants de 12 ans. Hein? Non, parce qu'ils sont... Parce que je sais qu'on en parle souvent. Ils sont à peine sortis du Travaille CPE, fort, eux autres. ces jeunes-là. Oui, mais s'ils sont formés... C'est non, Fred. OK. Cela dit... Là, il n'y a pas de loi qui dit que c'est interdit en bas de 14 ans. Il y a des domaines qui ont une dérogation. Pour vrai? Les artistes, les jeunes comédiens, les camps de vacances. Puis là, je me dis, c'est bien. De toute façon, c'est pas votre sujet, gars. Pas du tout. Parce que là, vous avez pris l'avion? J'ai pris l'avion, et puis c'est drôle parce qu'il y a quand même eu... J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires sur deux choses. Le fait que j'ai dit que j'étais tellement découragé que j'allais me gâter en m'achetant un gilet et que je baissais la garde et que j'allais prendre l'avion pour essayer de voir si c'était possible d'avoir du plaisir. Et nos auditeurs bienveillants ont pris de mes nouvelles, genre, ça va-tu? T'es-tu correct? Parce que, tu sais, on dirait que je finis mes chroniques parfois avec un certain découragement. Ouais. J'appellerais ça une lucidité. J'ai même mentionné une certaine absurdité de mes efforts individuels pour abaisser, par exemple, mes émissions de carbone personnelles. Oui. Eh bien, je ne suis pas découragé de ça. Et je pense que grâce à une doctrine que j'ai moi-même élaborée, et j'avais pas prévu. Il n'y a rien de mieux qu'une doctrine qu'on élabore nous-mêmes. Absolument. Et pour mieux se sentir. Oui, c'est non probabiliste, mais pas à peu près. C'est que pour être capable de chialer et de dénoncer certaines choses, il faut prêcher par l'exemple. Et donc, c'est ce que moi j'ai toujours appelé le droit de faire chier. Et donc, si toi, tu fais jamais la vaisselle, j'ai élaboré ça à l'époque, nous avions des colocs communs. Si tu ne fais jamais la vaisselle, ben, tu n'as pas le droit d'arriver un soir et de chialer sur la vaisselle. Alors, même si tu as 4 colocs qui font pas la vaisselle, ou 12 colocs qui font pas la vaisselle, si toi, tu la fais pas, tu peux pas invoquer le fait que « Ah, mais si moi, je me mets à la faire, ça ne représente rien. » Et donc, il faut que chaque personne, moi le premier, fasse ses différents efforts pour ensuite vous en parler. Et c'est pour ça que prendre l'avion, dans mon cas, ça me trouble un peu. Oui. Mais disons que j'en fais pas... Ça va être dur de vous croire après pour nous dire que ça va mal. J'en fais pas une habitude. Et l'important, comme je dis souvent, c'est que je me sentais mal. Oui. Ça, je pense que ça joue énormément. Ce qui est fou, Fred, je suis allé au Mexique en très, très, très bonne compagnie. Et j'ai vécu... On la salue. J'ai vécu la saison sèche au Mexique. J'ignorais que ça existait. Et donc, bon, c'est une semaine. Il n'y a pas plu pendant une semaine. C'est pas très impressionnant. Ça arrive ici aussi. Mais une forêt mexicaine du Pacifique à cette époque, c'est gris. C'est pas vert luxuriant, c'est gris. Et il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui n'ont pas de feuilles. Donc, évidemment, tu as tous ces palmiers qui restent en place, mais il y a beaucoup, beaucoup d'arbres à feuilles qui ont... C'est comme une espèce d'hiver de sécheresse, et non pas de froid. Intéressant. Et j'arrive ici, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le déluge. Oui. Le déluge. Oui. Et d'ailleurs... Monsieur Bellil, vous aviez publié un truc cette semaine sur un livre, justement, écrit par une jeune autrice qui, incidemment, m'accompagnait au Mexique et qui a écrit un livre. C'est un petit milieu, le milieu littéraire. On ne savait même pas, en plus. Je ne suis pas dans ce milieu-là, mais Elsa Pépin a écrit un livre où... Magnifique. C'est un livre que vous avez lu. Le fil du vivant, chez Alto. Voilà. Et donc, c'est l'histoire, en gros, d'un déluge, finalement, et d'une famille qui doit quitter la ville. Oui. Et j'arrive au Québec avec elle, je reviens de notre beau voyage en sécheresse mexicaine, et c'est le déluge. Et c'est ça qu'on vit au quotidien. Et ça m'a fait penser à vraiment des articles que j'avais mis de côté pour la balado. Oui. Au fil des années, on est rendu depuis 2018 qu'on fait ça ensemble. 2019. Fred. Oui. Ah, je répète que c'est depuis 2018, mais donc c'était mars 2019, c'est ça? C'est peut-être 2018. Mais Fred, j'ai accumulé des articles sur ce sujet-là, du ruissellement des eaux, et puis j'en ai ressorti quelques-uns pour partir de ça. Et donc, un article qui datait de 2019, produit par l'agence France-Presse, qui s'est donc ramassé partout. Et on citait des chercheurs pour nous informer du fait que les sources d'eau souterraine, donc pas les gens qui vont puiser leur eau dans des rivières, mais qui vont aller puiser dans la nappe phréatique ou encore les aquifères, c'est un peu la même chose. Donc, tous ces puits-là fournissent dans le monde la moitié de l'eau de l'humanité. Donc, c'est excessivement important. Oui. Les changements climatiques qu'on vit influencent les précipitations. Les épisodes de sécheresse sont
plus important. Oui. Et quoi qu'on se dise, mon Dieu, toute cette pluie, ça doit faire du bien à la nappe phréatique, mais dans bien des cas, non, puisque le sol devient saturé. Dans ces hyper moments de pluie, l'eau ruisselle et ça va dans les rivières, dans l'océan. Et donc, c'est assez compliqué d'évaluer qu'est-ce qui vraiment se ramasse dans la nappe phréatique. Et les chercheurs se sont intéressés à ça. C'est exceptionnel. Donc, le temps que ça prend à de l'eau pour percoler à travers la terre, puis se rendre jusqu'à un endroit où elle ne peut plus traverser. Souvent, c'est un lit de roche, beaucoup plus creux. Puis là, s'accumulent des réserves d'eau qui abreuvent, on l'apprend, la moitié de l'humanité. Ouais. Le processus de percolation prend des années, des fois des centaines d'années. Il y a même des déserts qui réagissent aujourd'hui, géologiquement, à des changements climatiques qui ont eu lieu il y a 10 000 ans. Ah, ouais. Et donc, anticiper ce que les changements climatiques vont engendrer sur les aquifères dans le futur, c'est extrêmement difficile. Et cet article-là disait, attention, selon les études de ce monsieur qui s'appelle Mark Cuthbert de l'Université de Cardiff, Cardiff, c'est C'est dans en le Pays de Angleterre. Galles. Exactement, Ouais. exactement, Ouais, Pays de Galles. J'ai joué à Civilisation. Ah, c'est pour ça. C'est la 6e ville, quand on prend l'Empire anglais, c'est la 6e ou 7e ville qu'on crée qui s'appelle Cardiff. Et voilà, il y a une université où Mark Cuthbert travaille. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que d'ici 100 ans, on s'attend à ce que la moitié des aquifères de la planète n'arrivent pas à se régénérer à cause des changements climatiques 100 qui ont lieu. ans, bah, Voilà, exactement. On a le temps de faire du 4 roues encore. On a le temps de faire du 4 roues et nos enfants même vont pouvoir continuer à faire du 4 roues. Oui. Par contre, justement, ça frappe l'esprit, mais ça nous oblige à nous projeter un peu plus loin que ce qu'on est capable de faire. Et évidemment, il y a de quoi aussi plus près de chez nous. Et donc, Ulysse Bergeron, cette fois-ci, cet été, dans Le Devoir, en 2022, parlait de l'importance de l'étalement urbain. Oui. Et de tout ce que ça peut donner comme gros problème, mais principalement sur ces mêmes nappes phréatiques-là. Ah ouais. Et là, ça devient... C'est pas très compliqué. Ça inclut les milieux humides, là. Oui, tout à fait. Quand on construit, Quand on met de l'asphalte on détruit. dans un milieu humide. C'est rare qu'on remplace un trottoir par une ville. Oui. On commence par détruire un champ, une forêt, des marais, puis là, on urbanise. Et ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'il y a, par exemple, à Sutton, ça c'est sorti il y a moins longtemps, mais on a arrêté le développement immobilier pendant un certain temps. On a essayé de le ralentir parce que les puits artésiens, donc qui ne s'alimentent pas à des rivières, mais qui s'alimentent dans les réserves d'eau souterraines, ne fournissent plus pour la ville. Donc, il y a des moments où la ville manque d'eau. Est-ce que ça inclut la montagne? C'est autour de la montagne. Doit énormément effectivement. puiser pour fabriquer la Forcément. neige. Là, ça prend... J'ai pensé à ça en ouais. le lisant, Fred, et je l'ignore. J'en ai Ben, c'est ça, honnêtement. là, j'avance ça, mais peut-être que ça... Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dans le fond, la solution, c'est quoi? C'est on attend, on développe un peu moins, mais on va construire d'autres puits. Ouais. Et là, ça va devenir correct. On va aller chercher d'autres eaux. Il y a d'autres endroits comme Saint-Lin où on est rendu par moment à faire livrer de l'eau en camion parce qu'on manque d'eau. À partir de 5h30, on manque d'eau, il n'y a plus de pression. C'est une municipalité qui se développe beaucoup. Absolument, Oui. mais c'est ça le problème. C'est ça, On augmente le nombre de personnes qui ont besoin d'eau. Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Rémy dans la Montérégie, même problème. Mais donc, des agglomérations qui s'abreuvent dans des nappes phréatiques ont ce problème-là, tout simplement parce qu'on augmente le nombre de robinets. OK, c'est pas compliqué. Et là, la solution, c'est plus de tuyaux, plus de puits. Ça, c'est le niveau 1 des préoccupations au niveau du manque d'eau. Le niveau 2, vous vous en doutez, c'est celui-là qui m'intéresse. Ben oui. Et c'est celui qui va nous échapper si on lit l'article trop rapidement. Et donc, ces articles-là, c'est une série d'articles dans Le Devoir, dans la fin de l'été 2022, qui parlaient de ça. Le niveau 2, qui est le plus intéressant, c'est que l'étalement urbain affaiblit les réserves en augmentant le nombre de personnes qui puisent dedans, mais aussi, et c'est ça qui est passionnant, quand on construit, on se trouve à plastifier, à imperméabiliser les surfaces. Oui. Si tu regardes une ville vue d'en haut, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des rues, des trottoirs, des entrées de garage, des toits de maison. Et un toit de maison, on ne réalise pas, mais c'est une surface grande comme tout ton logement au complet ou toute ta maison qui accumule la pluie. Quand il pleut, là, je veux dire, l'eau s'en va dans le toit. Oui. Vous pouvez avoir une gouttière qui va ramasser tout ça si ce n'est pas un toit plat. Oui. C'est un toit en pente, mais la gouttière s'en va où? Si vous la mettez dans votre jardin, là, elle va tout détruire. Oui. Donc, on l'amène jusqu'au trottoir ou jusqu'au stationnement. Où ça s'écoule, ça s'en va dans la rue. Oui. Puis la rue, ça s'en va à l'égout. L'égout pluvial. Et ce qui coule sur le toit d'un toit plat comme à Montréal, s'en va tout dans le drain, en plein milieu du toit. Ce drain-là est raccordé avec votre grosse colonne principale avec les toilettes et tout ça. Oui. Et dans mon cas, quand il pleut trop fort, cette colonne-là se remplit et nos toilettes font de drôles de bruit. Ah! Et on le sait qu'à un moment donné, ça va nous sortir dans la face. Mais donc, raccorder ça aussi
à l'aqueduc. Et donc, quand on construit une ville, on imperméabilise ce qui était autrefois une éponge à eau. Et en même temps, donc, on rajoute des maisons qui vont consommer de l'eau. On empêche l'eau d'aboutir dans la terre et on la canalise parce que le principe d'une ville, c'est on prend toute l'eau de pluie et on la sort de la ville le plus rapidement possible en l'amenant à la rivière. Ah oui. Et oui. Et donc, cette eau-là ne se ramasse jamais dans la terre. Et donc, ce développement urbain qu'on constate partout, l'étalement urbain, parce que si vous construisez plus de maisons, de logements dans une ville que vous densifiez, vous aurez le problème d'augmenter la consommation d'eau, mais vous n'aurez pas le problème d'amenuiser l'espace la percolation. Oui, voilà, exactement. parce que si on construit en hauteur, ça va juste partir de plus haut. T'sais, déjà qu'on peut dire une ville, ça pue, une ville, c'est laid. Aviez-vous déjà réalisé qu'une ville, c'est aussi un imperméable qui est déroulé sur la terre? Non, c'est ça. J'avais jamais réalisé ça. D'où l'importance d'avoir... De détruire les villes. Des espaces verts le plus possible. Mais j'imagine que ça ne fait pas ça fait pas la différence, évidemment. Sauf qu'il y a des villes qui réagissent parce que là, il y a des pluies torrentielles partout. Les pluies qu'on a vécues dans les dernières semaines, ben ça, c'est pas tout à fait le même problème. C'est des cours d'eau naturels, plus ou moins naturels. Il y a des détournements de cours d'eau, il y a des choses qui ont été changées, qui altèrent, mais c'est surtout des humains qui ont construit pas trop loin des cours d'eau, puis on deal avec une quantité d'eau déraisonnable. Ça n'a pas rapport avec la gestion des villes. Par contre, ces mêmes pluies-là, en ville, les grands orages, Copenhague, en 2011, a vécu un épisode de pluie qui a engendré des dommages de plusieurs milliards de dollars. Montréal, il y en a eu en 2016 aussi, à répétition, en fait. Et on sait qu'il y en aura de plus en plus. Les changements climatiques vont augmenter les épisodes de pluie torrentielle rapide. Ça, c'est sur mesure pour que tout ce que je vous expliquais tantôt de ramassage d'eau canalisée dans les égouts fasse que ça déborde et que, deux problèmes, on arrête de filtrer l'eau avant de l'acheter dans le fleuve, dans le cas de Montréal. Parce que quand le système est surmené, on déverse immédiatement les eaux usées, incluant les eaux de pluie dans le fleuve. Premier problème. Deuxième problème, c'est les dommages. Les dommages des voitures prises sur des caries ou dans le viaduc à Atwater. Ça va toucher beaucoup les gens à Trois-Rivières. C'est les histoires que je raconte là. Mais c'est des choses qui vont toucher toutes les villes éventuellement parce on l'a vu à Baie-Saint-Paul, entre autres. Des images incroyables de Winnebago et de remorques de fifth wheel qui étaient pulvérisées en quelques secondes dans un petit pont. Oui, mais ça, c'est pas le même problème. C'est des rivières qui mais ça démontre juste la puissance. Ça démontre qu'on est peu de choses. On est bien peu de choses. C'est pas un Seigneur en haut. Il était temps, Fred, que vous admiriez Jésus dans tout ça. Mais donc, je donnais l'exemple de Copenhague. On a développé un projet qui s'appelle le Cloud Burst Management Plan. Donc, ce serait le plan d'aménagement de réaction aux trombes d'eau. Et qu'est-ce que c'est? C'est qu'on regarde dans une grande ville comme Copenhague, qui est d'avant-garde pour bien des choses, j'ai pas besoin de vous le dire, où sont les zones basses, où l'eau va se ramasser quand on n'arrivera pas à l'écouler comme on voudrait. Et là, on transforme ces eaux-là, ces zones-là, en zones inondables contrôlées. C'est-à-dire, on va faire un parc à cet endroit-là qui est fait pour accumuler des tonnes et des tonnes d'eau. On va utiliser des rues qui vont devenir des canaux, qui vont amener, juste pendant cette pluie-là, l'eau à un endroit, pas dans votre entrée de sous-sol, mais dans un endroit fait pour absorber l'eau. Il y a des stationnements qui servent pendant les pluies majeures, qui sont faits pour être des réserves d'eau. Évidemment, il n'y a plus de voitures à ce moment-là. Et on accumule l'eau, et ou bien on la relâche plus tard, ce qui fait que, bon, on ne l'envoie pas dans la terre, mais tout de même, on évite l'inondation. Ou encore mieux, c'est souvent ce qui est fait, des endroits de bio-accumulation d'eau. L'eau est accumulée et percole dans la terre, comme au bon vieux temps, avant que la ville soit imperméabilisée. Copenhague, c'est bien loin. Puis on se dit, eux autres sont capables, nous autres, on n'est pas capables. Quoique, si on regarde certaines pistes cyclables ici, qui commencent à ressembler à de vraies pistes cyclables de classe mondiale, peut-être qu'un jour, des projets comme ça pourraient aussi... Eh bien, j'apprends, Fred. Connaissez-vous l'édifice B7? Non. Vous le connaissez, mais vous ne le savez pas. Dans le livre de Yves-Marie Abraham, il donnait l'exemple d'un édifice où la coopération à l'intérieur de l'édifice à Pointe-Saint-Charles était poussée à un point... Là, c'est comme une espèce d'îlot. C'est un commun. C'est le commun dont il parle souvent. C'est l'immeuble B7 à Pointe-Saint-Charles. C'est celui-là. Bien, évidemment, c'est eux qui, en collaboration avec l'arrondissement Pointe-Saint-Charles, du privé, du public, du municipal et beaucoup de citoyens ont
inventé, Fred, pas inventé, non. Ils ont repris un concept inventé ailleurs de la ruelle, non pas la ruelle brune, que tout le monde connaît, Oui, qui sert à déposer ses vidanges oui. ou Ou à se stationner. à se stationner. C'est Et vraiment ça. klaxonner après les enfants. Exactement. J'allais dire jouer au hockey, mais non, parce qu'on ne peut pas, il y a trop d'autos. Il y a les ruelles vertes, Oui. où il y a des vieux sapins desséchés et où un enfant qui serait vu avec un écran va être chassé. C'est vrai. Parce que dans Oui. les ruelles vertes, il faut jouer à la marelle. Oui, Et, il faut jouer. et, jouer avec des bâtons de bois. Les ruelles vertes existent, Oui. mais là, c'est les ruelles bleu-vertes. Ah, Et ah oui, j'ai vu passer ça. Ben voilà, c'est sorti Dans cette l'actu, semaine. oui. Cette semaine. Donc, j'ai réussi à ramener tout ça avec Wow. de l'actualité vraiment de cette Ça semaine. paraît que t'es en forme de te reposer. Absolument. Prendre l'avion, vroom! Ça fait du bien. Mais l'élément le plus important, c'est qu'on déconnecte les drains de toit de gros bâtiments et plutôt Ah ouais. que de les renvoyer aux égouts, on les envoie dans la ruelle, dans des bassins de biorétention, donc des endroits faits pour ça. Et là, avec ça, il y a tout un élément d'aménagement paysager. Ce n'est pas terminé. Ça va être terminé au mois d'octobre cette année ou septembre. Ouais. Écoute, c'est ultra inspirant. Ça, c'est à l'immeuble Bessette. Là. Oui, c'est OK. derrière l'immeuble B7. Il y a OK. une ruelle. Il faut Ouais. voir les photos avant-après. Ouais, Ça n'a ouais. pas de sens, là, Ouais, ce qu'ils ouais. ce qu'ils ont réussi à faire. Et eux, donc, créent ces endroits-là. Et leur objectif, c'est de servir de modèle. Parce qu'ils ont dû, eux, faire tomber toutes sortes de barrières de permis, de collaboration qui n'étaient pas possibles, municipales. Va t'avoir du stationnement? Peut-être ce genre de problème-là aussi. J'ai besoin de mon auto dans du stationnement? Ah non. OK. C'est le fun parce qu'on sent votre respect. Frère. On sent tout votre respect. C'est souvent ça fragile. qu'on dit sur les médias Non, je sociaux. sais. Les gens qui chialent mais- contre les vélos, Ouais. c'est il faut aller reconduire ma mère pour ses traitements Ah ouais. oncologiques. Mais votre mère, Fred, elle va pouvoir Ma vivre. mère, ma mère va très bien. Elle va pouvoir vivre ses traitements. Oui. D'ailleurs, vous lui souhaitez des traitements, c'est terrible. Mais non! Quelle mauvaise personne. Mais vous allez pouvoir frère. regarder de l'eau couler Oui. et s'accumuler Mais c'est sûr et que... percoler et Mais mieux. ouais, c'est- Mieux guérir Ben du oui, cancer ben oui. grâce à ça. Fred, vous m'avez dérouté complètement de la même manière qu'on veut dérouter les autres pluies pour les amener dans des endroits où, plutôt que de simplement s'enligner vers les égouts de façon complètement ridicule, comme on l'a toujours fait dans les villes, ben, une nouvelle façon. Et donc, si vous avez envie de développer, si vous avez de près ou de loin la main dans un projet de développement, il y en a des gens qui nous Ouais. écoutent qui sont Ben sur oui. des comités. Ouais. Ruelle bleu verte au pluriel.com, vous allez trouver un document qui a été mis en ligne ce lundi et qui Mais là- explique le projet et qui donne finalement des liens et Mhm. des personnes ressources qui peuvent vous aider à développer une telle chose. Juste pour vous montrer que ça ne vient pas que de Montréal, il y a la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières Ah ouais. qui a été complètement modifiée exactement pour ça, pour accumuler de l'eau de pluie et la laisser percoler plutôt que de l'amener directement au réseau d'aqueduc. Et pour nos amis du plateau, Oui. que je fréquente de plus en plus, Oui. à cause de cette même autrice Oui. dont on parle tant, Oui. Elsa Pépin. Bonjour. Le fil du vivant, Le- chez C'est Alto. ça. Fred, il y a un parc coin Boyer-Mont-Royal. Et là, ça vous dit peut-être rien, mais c'est le fameux parc où il y a une sculpture aérienne suspendue qui ressemble à de l'écriture cursive. C'est une ancienne station-service qu'il y avait là Exactement, avant. c'est Ah ça. oui, mais Le oui. C'est SO. ça. Et donc, moi, je ne Ouais, savais ouais. pas, je passe là souvent. C'est joli, Oui. mais c'est un parc Ah oui, oui. qui oui. est le projet pilote de Montréal où, en plus du B7, où on, si jamais il se met à pleuvoir, va être capable d'accumuler beaucoup d'eau plutôt que ça vous rejaillisse dans votre sous-sol. Tout ça pour dire qu'il y a un peu d'espoir. Et j'aime cette idée, moi, de craquer un peu la cuirasse de la ville. Une ville qui a pas, tu sais, de la terre qui n'a pas vu le ciel puis la pluie depuis la construction de Montréal, mais maintenant, laisse passer Ben oui. un peu d'eau. Et je ramène ça à notre quotidien avant de vous quitter. Mais quand on roule en vélo ou en auto et qu'on voit une saillie de trottoir, Oui. ou encore juste devant chez vous, Qui Fred, enlève du stationnement. devant chez vous, Fred, il y a 3-4 arbres. Oui. Mais plutôt que d'avoir un carré d'un pied carré autour de l'arbre, mais vous avez comme 2 mètres autour de l'arbre. Oui. Moi-même, je pensais que c'était seulement pour verdir. Oui. Mais non, c'est pour ouvrir un espace de terre perméable pour laisser passer une petite partie d'eau et éventuellement, de plus en plus, ramener de l'eau. Parce que si on Ouais, voulait ouais. faire autre chose, ce serait de rénover nos égouts, augmenter la capacité. Et j'ai vu les chiffres, c'est Non, mais c'est des projets pharaoniques Ouais, ouais, ouais. qui devraient monopoliser l'entièreté de ce qu'on pourrait faire de construction à Montréal pour les pendant- prochaines années. Pendant 3 générations. Voilà. En Ouais. plus de rendre notre ville dégueulasse. Et donc, prochaine fois que vous verrez une saillie, pensez à moi. Oui. C'est peut-être grâce à elle que la prochaine pluie diluvienne vous jaillira pas dans la face dans sa version la plus brune. Merci, God, c'était passionnant.
apprend des choses. On essaye. Mais pour vrai, c'est vraiment... C'est fou, Vraiment hein? intéressant. Ouais. Ouais. La ville est plastifiée, les gars. Ouais. Mais là, Mathieu, vous nous amenez Oui. ailleurs. Oui, cette semaine, je veux parler d'enseignement, Fred, en réaction, entre autres, au lot de mauvaises nouvelles et de scandales qui déferlent depuis quelques jours. Il y a ces cas de violence sexuelle de professeurs à l'endroit d'élèves au collège Stanislas, C'est vrai, ça? l'école secondaire de Saint-Laurent, des coachs de basket, aussi dans des écoles primaires de Montréal-Nord, qui, je pense, effectivement, justifie le déclenchement d'une enquête et puis la création d'une ligne de dénonciation. On ne peut pas demeurer les bras croisés. Puis je veux d'ailleurs saluer le dynamisme de Ruba Gazal, qui a piloté un projet de loi qui a reçu l'appui de tous les partis d'opposition. Transpartisan? Oui, bravo, et qui vise à protéger les jeunes. Puis il y a eu le scandale de ces 2 enseignants enregistrés à leur insu. Qu'on entend crier et insulter leurs élèves. Alors, il y a eu un prof, on en a parlé un petit peu moins, mais c'est un prof de 2e secondaire à l'école Édouard-Montpetit. Appelons-le Monsieur BS, vous comprendrez pourquoi. C'est que lui, à coup de sacre et de formules dérogatoires, se permet d'injurier une étudiante en lui prédisant, et je cite, qu'elle allait être sur le BS plus tard. C'est évident. Et puis, il en rajoutait. C'était assez horrible, en fait. Et puis, bien sûr, il y a cette enseignante de première année à l'école des Grands Vents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Lieu inondable, il me semble. Hein? Il me semble que c'est un coin, l'eau monte souvent. Alors, Mme Chantal. J'en veux plus de ça! C'est-tu clair? Une enseignante qui hurle et insulte des élèves de première année. Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Puis toi aussi! Depuis hier, cet enregistrement du groupe 101 de l'école des Grands Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac provoque la consternation. Alors, je ne veux certainement pas, Fred, banaliser Non. de tels propos qui sont inacceptables. Ils méritent un suivi disciplinaire. D'ailleurs, parlant de ça, l'automne dernier, le monsieur BS en question a été suspendu, mais pour 2 jours seulement, alors qu'il a tenu des propos pires que ceux de Mme Chantal. Ça me semble assez peu. C'est pas le même âge, ça l'a dit? C'est pas le même âge. Les enfants, c'est vrai. hein? C'est ni le même milieu. L'école, on est plus dans Édouard-Montpetit, on est près de Tétroville, je crois. Quoique ça ne change rien, en fait, le milieu. Mais... Non, mais je veux dire, ça, c'est première année, ce qu'on vient Première d'entendre. année. Et l'autre, Ouais. et le monsieur BS, c'est des étudiants secondaires. Et ce qui est grave avec Mme Chantal, c'est qu'apparemment, elle accumulait les plaintes. Puis il ne s'était rien passé. Il a fallu la diffusion de l'extrait pour que finalement la direction agisse, mais la direction a été elle-même suspendue après avoir suspendu Mme Chantal. Mais là, il va y avoir une réforme, là. C'est fini, ça. Oui, c'est ça. La situation est sérieuse, mais moi, ce que je voudrais dire, je voudrais en appeler à la prudence. Il faut éviter de généraliser en pensant que ces comportements-là sont habituels. La semaine dernière, il y a eu des réactions politiques, entre autres, qui donnaient dans le lynchage et la délation. Je pense à 2 députés libéraux, Frédéric Beauchemin et Madoua Nika-Cadet, pas les pogos les plus dégelés de la boîte, si vous me permettez l'image, qui invitaient les élèves à briser l'omerta, ce sont leurs mots, à dénoncer les profs par tous les moyens, je les cite, en enregistrant et filmant s'il le faut. Vous imaginez? Des gens probablement attachés à la liberté académique, à la liberté d'expression, peut-être. et ça, mais des fois... On peut mettre une caméra cachée. Oui, je ne suis pas sûr. En tout cas, il faudrait voir. Mais la palme de l'indignation, ceci dit, revient à Mme Denise Bombardier, qui, dans sa chronique d'il y a une semaine, le vendredi 28 avril, dans le Journal de Montréal, s'est livrée à ce qu'on faut bien appeler une séance de défoulement. D'abord, à propos des syndicats qui défendent des profs comme Mme Chantal. Je la cite. Les syndicats responsables de la fonction publique et parapublique ont remplacé les curés d'antan et ceux d'aujourd'hui qui continuent de défendre les prêtres pédophiles au sein de l'Église catholique. C'est les syndicats qui... Vous imaginez? Les syndicats complices des pédophiles. Est-ce que les drag queens sont syndiqués? Je ne sais pas, mais ça s'en vient, ça c'est sûr. Essayez pas de me lire une histoire, Fred. Non. Et puis, elle continue. Je la cite encore, cette fois à propos des enseignants. Et ça m'a vraiment fait sauter. Y a-t-il un seul lecteur qui croit que ces enseignants mal embouchés, démolisseurs d'enfants à la petite semaine, lâches, pleutres et minables, ne sont qu'une minorité? Fin de la citation. Et donc, ce qu'elle implique, Mme Bombardier, c'est que c'est très courant. C'est endémique. C'est endémique. Et la réponse que je veux lui faire, c'est oui, assurément, Mme Bombardier, ces enseignants représentent une minorité et même une infime minorité.
Il y en a sans doute encore trop, mais rien n'indique que le problème soit endémique. C'est drôle parce que ça m'a fait un peu penser au point de départ de la crise des accommodements raisonnables, quand on était parti de l'anecdote d'une cabane à sucre où apparemment il y avait été question de cesser des festivités pour permettre à des gens de prier. Et de pas servir de porc. Oui, en oubliant que ces gens-là étaient dans une cabane à sucre. Oui. Ben, ils sont allés. C'est ça, ils sont allés d'abord, puis que finalement, c'était une anecdote tout qui a été montée en épingle. Ouais. Bon, alors, il y a 92 000 profs au Québec et qui n'ont certainement pas besoin actuellement d'être mis dans le même panier. Ils ont besoin de soutien et d'encouragement. C'est très mal connaître le milieu de l'enseignement de penser que les gens sont indifférents à ce genre de situation. Par ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas simple de savoir ce qui se dit quand la porte d'une classe est fermée. Des enseignants qui lèvent le ton, Fred, qui crient, ça arrive tous les jours dans les écoles. Je ne parle pas de sens d'insulte, je parle juste de rappel à l'ordre qu'à un moment donné, au primaire, au secondaire, des groupes peuvent devenir des vraies petites meutes. Et des élèves peuvent avoir le dessus facilement sur un enseignant qui ne sait pas exactement où il s'en va. Pour avoir été leader négatif dans tout mon parcours scolaire. Et votre vie professionnelle aussi. Je peux vous certifier que c'est pas difficile de se concerter pour faire flipper une suppléante. Et des fois, c'est même pas méchant, c'est-à-dire c'est juste une dynamique de groupe qui fait que les élèves ont chacun leur tendance et leur force, et puis à un moment donné, ça produit un maelstrom et le prof est complètement dépassé. Mais c'est là que tu te rends compte que le travail des éducatrices, sur le plan du contenu, est bien différent de celui des profs, mais sur le plan de la gestion d'un groupe et de la perte de ses propres moyens comme adulte, et de la responsabilité que tu as de te garder une distance professionnelle. C'est le même défi. C'est le même défi. J'en suis certain. Et je vais dire aussi la même chose. On peut s'imaginer des éducatrices qui crient, mais pour avoir fait ce métier-là pendant des années, elles sont une infime minorité. Et elles sont cadrées parce qu'il y a de la circulation, il y a de la direction qui se promène. Mais c'est pas facile, c'est un défi. Non, c'est pas facile. Et puis d'ailleurs, parlant de plaintes, quand les plaintes arrivent, parce qu'elles arrivent parfois dans les écoles, puis des fois on écrit des courriels à la direction ou on écrit un courriel au prof, puis généralement, les directeurs, directrices, ils interviennent, ils parlent à leurs enseignants, ils font des suivis. Il y a des enseignants qui savent qu'ils ont dépassé les bornes ce jour-là, qui n'ont pas été à la hauteur, puis souvent ils s'ajustent, ils apprennent, ils évoluent. Mais c'est vrai que aussi parfois, ils sont peut-être dans une logique où il s'agit de sauver leur peau, soit en quittant avant d'y laisser leur santé. Puis les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont été révélés par Thomas Gerbet, moi, je vais juste rappeler que à propos des éducatrices en service de garde, je veux juste rappeler que la donnée fondamentale en enseignement, c'est que 25% des profs quittent au cours des 5 premières années de leur carrière. Ils quittent le métier. 25%. Ça veut dire, vous imaginez le nombre de gens qu'on forme? Parce que, c'est des coûts même collectifs. On forme ces gens-là, puis au bout de 5 ans, ils s'en vont. Parce que les conditions de travail sont trop bonnes. Oui, c'est ça, parce qu'on leur donne les meilleurs groupes et les meilleures classes et on les aide et on leur explique comment faire. Avec un bon ratio de profs-élèves. Puis sinon, des fois, quand des profs ont dépassé les bornes, c'est souvent la première étape avant un congé de maladie, en attendant d'aller mieux. Ou alors, il y en a qui s'accrochent. Puis des fois, ça donne le meilleur ou le pire. Alors, pour des chroniqueurs vedettes, j'ai parlé de Denise Bombardier, Mario Dumont, qui lui aussi, bien sûr, s'en est pris au syndicat, Lise Ravary, aussi Patrick Lagacé, puis il y en a d'autres. La solution passe par la création d'un ordre professionnel des enseignants sur le modèle de l'Ontario. Alors, le ministre Drainville a écarté l'idée immédiatement, même si la CAQ, je le rappelle, en avait fait une promesse avant d'arriver au pouvoir. C'est vrai. Personnellement, je vous avoue que je suis partagé. Et on rappelle, Mathieu, vous êtes prof. Oui. Et puis, alors, je vais vous raconter d'ailleurs, parce que j'ai été prof aussi au primaire et au secondaire. J'ai été prof jusqu'en maternelle. J'ai vécu toutes sortes de choses. Ça s'en vient, mes amis. Alors, d'abord, il faut reconnaître que les syndicats s'occupent d'abord des relations de travail. Et ils sont payés par des membres cotisants pour être défendus. Donc, c'est ça. Là. Ça veut dire que, et bien sûr, ça ne veut pas dire que les syndicats défendent n'importe quoi et que, il y a des fois, je l'ai vécu, j'ai été au syndicat moi-même, j'ai été un syndicaliste, imaginez-vous. Des fois, il y a des faits qui sont tellement, incontestables ou brutaux que, je veux dire, on n'est pas fous, là, Alors, on s'assure que le processus se déroule tout de même
en respectant les normes minimales, mais on ne peut pas défendre l'indéfendable. Par ailleurs, c'est vrai que les syndicats n'ont pas le mandat de juger si un membre s'est mal conduit, s'il aurait besoin de formation, s'il aurait besoin d'une mise à jour. Ce sont des avocats de la défense, des représentants syndicaux, et il se peut parfois, je le dis sous toute réserve, mais ça se peut que des enseignants qui méritent d'être suspendus ou recadrés ne l'aient pas été parce qu'ils ont été très bien défendus ou parce qu'il y avait des failles dans le processus, ou alors, je le souligne parce que je l'ai vécu de l'intérieur, qu'une direction pour ménager le syndicat ou ménager ses relations avec l'ensemble du corps professoral ait décidé de ne pas aller au bout d'une démarche parce qu'elle a d'autres choses à faire passer. Puis elle se dit, je ne veux pas me battre sur tous les fronts, alors je vais laisser passer cette affaire-là pour mieux investir mes énergies ailleurs. C'est drôle, vous parlez tantôt de tous ces chroniqueurs là, du Dumont, Ravary et compagnie, qui prennent souvent un exemple comme celui qui nous occupe pour discréditer tout un mouvement syndical. Oui. Sauf qu'ils ne vont jamais faire la même chose dans un cas de corruption d'un haut dirigeant d'une entreprise privée. On va jamais réfléchir sur le système capitaliste qu'on doit évacuer. Mais quand un syndiqué fait quelque chose et s'en sort, il faudrait abolir tout le mouvement. Ah non, c'est sûr. Puis ça, non, vous avez raison. Un autre professionnel, je reviens, je pense que ça aurait le mérite de traiter de manière plus indépendante peut-être des questions liées à la pratique d'enseignement, donc aux normes, à la déontologie, à ce qu'on pourrait appeler la dimension pédagogique du métier, surtout si cet ordre-là est composé de pairs, donc des gens qui ont travaillé dans le domaine, qui connaissent le métier. Peut-être, oui, que parfois il y a des profs dont le permis de travail, le permis d'enseignement doit être révoqué, comme c'est le cas d'ailleurs pour des psychologues ou des médecins. Tout à fait. Et des décisions dans ces cas-là sont publiques et donc font jurisprudence. Ça éclaire les autres membres aussi qui connaissent ces décisions-là, qui se disent « OK, voici où je peux aller, où je peux ne pas aller, bon, etc. » Ce qui n'empêche pas, je le souligne par ailleurs, que ces ordres-là, et on le voit beaucoup avec les médecins, sont accusés régulièrement de corporatisme, donc de défendre leurs membres. Ça garantit rien. Ça garantit rien. Puis j'ajoute aussi qu'il n'y a rien qui garantit qu'un ordre va empêcher des situations comme celle de Mme Chantal ou M. BS de se produire parce que, à ce que je sache, l'existence des tribunaux n'a jamais empêché personne d'enfreindre la loi. La police non plus. Non. Puis le caractère public des décisions d'un tribunal peut aussi poser problème parce que parfois, la publicité nuit à la réputation de quelqu'un, peut salir quelqu'un. Puis en Ontario, c'est une chose, évidemment, que les défenseurs de l'ordre professionnel ontariens n'ont pas souligné, mais c'est la première affaire que les profs vont voir là, quand ils reçoivent le bulletin mensuel, c'est les cas qui ont été jugés. Puis il y a quelque chose d'un peu voyeur là-dedans. C'est-à-dire, c'est quoi le nom du gars ou de la fille qui a fait telle affaire? Puis des fois, c'est justifié, mais des fois, c'est une histoire qui s'est réglée par un verdict de non-culpabilité, mais qui laisse quand même un soupçon. Mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez le genre. Alors, en passant, là, je peux juste vous dire, je commence à être tanné, moi, des comparaisons Québec-Ontario. Oui, bien... Je trouve que depuis quelques années, là... c'est la fixation du gouvernement, de rattraper. Moi, je sors de ma chronique juste pour dire que on dirait que c'est devenu notre nouveau projet de société, c'est ressembler à l'Ontario. Puis j'essaie de penser, tu sais, dans le monde, là, qui rêve d'être l'Ontario? Je suis même pas sûr que l'Ontario rêve d'être l'Ontario. Il y a juste nous. Puis souvent, dans ces comparaisons-là, c'est des comparaisons qui sont boiteuses. Parce qu'on va dire, ça prend un ordre, mais il n'y a personne qui va dire que ça prend des salaires comme ceux des profs de l'Ontario, qui sont nettement meilleurs. Ou qu'on ne dit pas, par exemple, que depuis 10 ans, en Ontario, le manque de psychologues, d'orthopédagogues a doublé, que 82% des écoles ontariennes manquent du nécessaire. Qu'en Ontario, présentement, savez-vous combien il y a d'écoles privées en Ontario? Non subventionnées, 1300. Oui, c'est ça. Il y a 270 écoles privées au Québec, 1300 en Ontario. Ils ne sont pas subventionnés, donc. Ils ne sont pas subventionnés. Et ça, on n'en parle pas ici, non, ça. Mais ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, moi, j'ai pas eu le privilège d'aller à l'école privée. Vous, moi, j'étais allé à l'école privée. C'était pas mon choix, mais j'ai eu des belles années. Tu as eu des belles années, hein? Vous avez eu des belles années. Mais j'étais allé au public aussi, et j'ai eu de très belles années au public. Oui. Parce qu'on m'a expulsé du privé. Oui. Moi, je suis complètement contre le financement. Il y a certainement un débat à avoir là-dessus. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'actuellement en Ontario, ce qui se passe, c'est que les super riches sont en train de déserter le système public et les écoles publiques ontariennes dépendent des dons parce que le système ontarien... Oui. Attendez, les écoles publiques... C'est-à-dire, les écoles publiques sont financées par le gouvernement, mais une portion importante de leurs activités sont financées par des dons privés des parents, des anciens. Tu sais, l'idée de l'attachement à l'institution... anglo-saxon, voilà. Mais ça veut dire, par contre, que quand les super riches désertent
les écoles privées. Les dons désertent. Quand les super riches désertent les écoles publiques, les dons suivent et s'en vont au privé. Et ce qui se passe actuellement, le développement des écoles privées ontariennes non subventionnées est en augmentation de 50% depuis 10 ans. Et les profs quittent le public actuellement pour aller au privé. Parce que c'est des meilleures classes, des plus petits groupes, des meilleures conditions. Moins d'élèves à problème, moins d'élèves avec des besoins spécifiques. Je referme la parenthèse, je suis désolé, mais c'est parce qu'il faudrait arrêter, là, tu sais, Make Québec, Ontario again, là, ou Atlas, je sais pas. Mais il faudrait qu'on réalise que quand on fait ces comparaisons-là, souvent, on prend un aspect puis on ne regarde pas l'ensemble. Ils ont leurs problèmes. On a les nôtres. Tu sais, on dit, ils ont un meilleur taux de réussite en Ontario. Ben oui, la note de passage est de 50 Si on fait la même affaire ici, là, on va avoir des taux de réussite extraordinaires. En tout cas, OK, j'arrête. Non, c'est vraiment intéressant. Je reviens à la... Ben, ça fait plaisir. C'est de rien. Fred, les profs bourreaux, je reviens aux profs. Oui. Des incompétents, des abuseurs, des profs juste méchants, ça existe sûrement. OK? Puis dans certains cas... Les enfants aussi, en passant. Oui, ben ça, on ne le dit pas beaucoup, hein? Parce que des fois, on devrait... des petits tabaslacs. Oui. Non, mais tu sais, imaginez, c'est parce que la game, va jouer des deux bords. Si on se met à enregistrer des profs, il y a peut-être des profs qui vont enregistrer des élèves. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui se disent dans les classes qui sont... En tout cas, je fais l'hypothèse... On pourrait enregistrer Mario Dumont aussi. Je fais l'hypothèse que les mauvais comportements, comme ceux de Mme Chantal ou M. BS, sont aussi... je ne veux pas les excuser, là. Non. Mais je veux dire, sont peut-être aussi liés à un manque de soutien, un manque de formation, et j'ajouterais à la mauvaise santé psychologique. Oui. On n'a pas idée... Et attention, je vais faire un petit pont, là, mais tes enfants tannants, puis ceux qui sont vraiment ratoureux, c'est aussi des gens qui sont... sans doute pas très bien dans leur tête ou dans leurs émotions. Non, effectivement. Et la même logique s'applique, c'est est-ce qu'on a le soutien pour eux, pour les aider? Très juste. On n'a pas idée de ce que représente la charge mentale d'un enseignant, d'une enseignante qui revoit chaque jour les mêmes élèves, qui doit assurer leurs apprentissages, maintenir un climat de classe sain, veiller au progrès de chaque élève en respectant ses particularités, composer avec les attentes des parents ou les non-attentes des parents, parce que parfois, il y a des parents qui ne répondent pas. Ils ne sont pas là. Ils ne sont jamais là. Gérer aussi les directives, la direction du ministère, du centre de services scolaires. J'invite les auditeurs, les auditrices de la balado à lire un excellent texte de Claudia Larochelle paru sur le site avenue.ca qui parle d'une enseignante très, très appréciée qui s'appelle Madame Annie et qui vient de quitter le monde de l'enseignement. Je cite Claudia. Alors, elle dit « Au téléphone, Annie me parle des jeunes de sa classe de 4e année qui ont de plus en plus de besoin d'un suivi serré ou d'une surveillance accrue. » Et elle fait une énumération. Celui qui doit mordre dans un jouet mou pour contrôler son anxiété. Celle qui souffre d'encoprésie. L'encoprésie, en passant, c'est quand on fait des selles dans nos culottes de manière incontrôlée. Je rappelle, dans une classe de 4e année du primaire. Celle qui s'automutile. Celle qui réagit mal au changement de sexe de sa mère. Celui qui menace de la frapper et qu'elle craint sans le montrer. Celui dont elle vient de dénoncer le père à la DPJ pour maltraitance. Le nouvel arrivant qui ne parle pas encore français. L'autre qui se débat contre son syndrome de la Tourette. Le TDAH, le dyslexique. Bon, tu sais, Fred, depuis 2001, on estime que le nombre d'élèves en difficulté au Québec est passé de 100 000 à 250 000. Et c'est 257 000 pour être plus précis, c'est-à-dire le quart des élèves québécois. Et évidemment, là-dedans, c'est en grande partie à cause des diagnostics qui sont de plus en plus raffinés et précis, qui permettent... Qui passaient dans les mailles. Qui passaient dans les mailles. Comme on disait, dans notre temps, ça n'existait pas, ces affaires-là. Ça n'existait pas parce qu'on ne les nommait pas. Puis que souvent, ces jeunes-là lâchaient ou disparaissaient du système parce qu'on disait, il n'est pas intelligent. Alors, bien sûr, cette charge-là, on l'oublie, elle se retrouve directement sur les épaules des profs qui doivent gérer ces diagnostics-là. J'ai moi-même enseigné, je disais, au primaire et au secondaire pour finalement me fixer au collégial après quelques charges à l'université. Et en passant, je l'annonce, je le révèle, j'ai mon brevet d'enseignement. Je peux enseigner encore aujourd'hui. En fait, la seule chose, c'est que c'est un bel acte manqué, je pense. Je ne le retrouve plus. Je sais qu'il est quelque part dans mes papiers, mais je ne le retrouve plus. Au début des années 2000, j'ai fait beaucoup de suppléances, au primaire, au secondaire, parfois de façon prolongée, parfois à la journée. Et j'ai vécu à plusieurs reprises l'expérience d'une perte totale de contrôle de mes classes. Je me souviens, entre autres, c'était l'école Folhomme, d'un groupe de 2e année dont les élèves s'étaient mis à courir en rond dans la classe, en criant, après 1 heure à peine après le début de la journée. Et j'en avais pour la journée. Je me rappelle d'un petit qui s'appelait, je pense que c'était Ludo,
qui courait. J'avais appris plus tard qu'il y avait des médicaments à prendre, mais je ne le savais pas. Je me souviens aussi d'un groupe d'une première année à qui je devais donner des cours d'éducation physique et du bordel absolu qui s'en était suivi, les ballons, les cris, les blessures. En fin de journée, j'avais l'impression qu'on allait comme me bannir de la commission scolaire. Et pourtant, le directeur m'avait offert le poste, imaginez, que j'avais bien sûr refusé. Au secondaire, j'ai fait beaucoup de suppléances au secondaire. J'ai eu affaire à des jeunes qui jouaient les gros bras, à des menaces. Je me souviens que j'ai dû en confronter quelques-uns et même parfois les expulser. Et il n'y a rien de pire que d'expulser un étudiant qui dit « je ne sors pas ». Qu'est-ce que tu fais? Là, tu appelles, les gens ne répondent pas. En tout cas, est-ce que j'avais tous les outils pour m'en sortir? Les trucs du métier, du soutien, aucunement. Très vite, j'ai compris que je ne survivrais pas parce que d'abord, il me fallait un peu plus d'espace et de silence, que je n'aimais pas la fameuse gestion de classe. Je n'ai pas été traumatisé, mais marqué certainement parce qu'encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, je fais encore le même rêve, 2 rêves. Ça, les profs savent de quoi je parle. Puis peut-être que les éducateurs et éducatrices font des rêves comme ça aussi. Tu sais, après, à la fin des vacances, là, tu sens... Bon, alors... je rêve d'abord, le classique, c'est je perds le contrôle de mon groupe, OK? Et je suis humilié. Puis l'autre rêve qui est un peu plus bizarre, c'est que je rêve que je fais de la suppléance depuis des mois et je ne suis pas payé. Et c'est un rêve très élaboré en passant parce que je le refais régulièrement. D'une fois à l'autre, ça progresse. Personne n'est jamais au courant de rien. Je continue comme un jambon de travailler sans salaire. Et aux dernières nouvelles, ça c'est la dernière fois que j'ai fait le rêve, je plaidais ma cause au centre de services scolaires, un peu comme Joseph K. dans le procès. C'est un rêve récent, c'était pas la commission scolaire, c'était au centre de services scolaires. Ouais, non, j'allais dire la commission scolaire. Mais c'est parce que je m'adapte, je suis un homme tellement de mon temps. Et je me souviens, la dernière fois, je gueulais à des administratrices et sans succès. Alors, je suis toujours pas payé. Puis à la fin du rêve, quand j'arrive tout à coup pour me réveiller, là, je me dis, ben oui, c'est vrai, j'en fais plus de suppléance. Mais en tout cas... Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Dans ces rêves, il y a une chose qui me frappe, c'est que je suis toujours seul. Évidemment, vous me direz, on est toujours seul dans un rêve, mais... Non, pas toujours. Non. Ah, ben, ouais, non, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Des fois, ça arrive. Mais je souligne que c'est une donnée fondamentale du métier d'enseignant, la solitude. Dans l'enseignement, même entouré d'enfants ou de collègues, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous préparez vos cours seuls, vous corrigez seul, vous menez votre classe seul, et les profs finissent par s'habituer à tout contrôler. Alors, si vous trouvez des fois qu'il y a des profs un peu contrôlants, un peu gèrent et mènent, là, c'est parce que, c'est l'exigence du métier. Et d'ailleurs, souvent, ça fait des gens qui font un public extrêmement difficile. Tu sais, aller s'adresser à un groupe de profs, là, ils ont tous leur opinion sur ce que vous n'avez pas fait bien dans votre discours. Mais bon, vous ne pouvez pas décider. L'affaire, c'est que quand vous êtes prof, vous ne pouvez pas décider de prendre ça mollo pendant une journée, de dire aujourd'hui, je ne suis pas en forme, je vais faire le minimum, parce que si vous faites ça, vous allez perdre le contrôle de votre classe et vous ne savez pas quand vous allez le retrouver. Et si vous prenez congé, bon, évidemment, je sais qu'il y en a qui n'ont même pas les moyens de prendre congé dans la vie, là, mais il reste que quand vous êtes prof, mettons que vous prenez un congé, une maladie, vous savez qu'au retour, vous allez retrouver les mêmes visages, les mêmes problèmes et que votre classe aura pris du retard. Vous le savez. J'en parlais à des gens très proches de moi. Ils savent que quand ils vont venir, il faut réparer les choses qui n'ont pas été bien faites. Parfois, les profs titulaires savent dès la rentrée d'août septembre que l'année sera difficile. Ils sont tombés sur une classe turbulente. Ils ont hérité de cas lourds, ingérables. Et dans ces cas-là, c'est le supplice de la goutte parce que l'année scolaire est un marathon. Il va falloir ménager ses énergies, tâcher de durer et de survivre. Je me souviens d'une prof de maternelle. Je me rappelle, ça fait quelques années, c'était une personne extraordinaire, Maude, qui avait enseigné à ma fille aînée et qui s'était mise à pleurer à la première rencontre de parents. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'elle avait enfin un bon groupe. Et donc, c'était des pleurs de soulagement. Et on sentait à travers ça à quel point les années précédentes avaient été rudes. Et qu'on sentait que là, elle se disait, OK, là, je vais enfin avoir une année qui va avoir de l'allure. J'ai l'air de vous dépeindre l'horreur. En vérité, je sais que plein d'enseignants adorent leur métier, comme d'ailleurs plein d'éducateurs et éducatrices, qu'il n'y a rien de plus merveilleux qu'un groupe d'élèves prêts à vous suivre jusqu'au bout, que des enseignants vivent parfois un vrai deuil quand une année se termine et que des élèves s'en vont. C'est d'ailleurs mon cas actuellement. Après 2 années exceptionnelles avec une cohorte qui est probablement ma meilleure à vie, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit, je sais que ça va être difficile l'année après, parce que l'étalon de mesure est haut. Mais je sais aussi que même pour des gens passionnés, l'usure et la fatigue font
que même si vous êtes bien disposé et vous êtes volontaire, vous pouvez perdre vos moyens. J'ai juste fait un petit relevé des manchettes de journaux à propos d'enseignement et de santé mentale. En 2010, dans le Journal de Montréal, je vous donne juste les titres. Détresse psychologique et stress chez les enseignants. Évidemment en hausse. En 2014, dans Le Soleil, le nombre de congés de maladie atteint un sommet chez les profs. En 2017, dans le Journal de Québec, profs épuisés, élèves en difficulté. Mars 2018, dans le Journal de Montréal, plus de congés de maladie chez les enseignants. En 2022, dans Le Devoir, en janvier 2000, hausse de 50 % des congés d'invalidité chez les enseignants. Et il y a quelques jours dans la presse, parce qu'il faut bien citer la presse aussi, un personnel à bout de souffle. Hein? Taux d'absentéisme à un sommet en 10 ans. Et je veux juste faire remarquer aux gens que la hausse sur les 8 dernières années est de 29 % des congés de maladie, que les femmes sont les plus touchées. Ben oui. Et je ne peux pas faire autrement que de remarquer que cette hausse-là, elle correspond à l'époque où on s'est mis à pratiquer l'austérité. Oui. Parce que l'austérité a commencé en 2014 avec le gouvernement libéral et qu'actuellement, dans les écoles, on n'a pas encore récupéré le personnel qu'on a mis à la porte. Parce que les professionnels, orthopédagogues, orthophonistes, psychologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés au chômage. Non. Ils ont trouvé des postes au privé et ils ne reviennent pas. Et donc... Excuse-moi, mais pas la déchéance, mais l'usure du réseau des CPE débute dans les mêmes années. Oui. C'est ça. Et donc, quand on Et pourtant, à l'époque, on nous disait, ne vous inquiétez pas, non. il n'y aura pas d'atteinte au service. Ah non, c'est toujours la même chose qu'on dit, ça va se faire à coup nul. Oui. Mais le coût humain, je pense que ce coût-là, on ne le mesure jamais. Il n'est pas important. Mais c'est ça qu'on C'est un vit, peu comme la nappe phréatique. En fait, ça prend du temps avant de percoler et puis qu'on paye. Exact. C'est très, très difficile d'assurer une recharge de cette banque-là. Oui, absolument. C'est très juste. Parlant de santé mentale, je finis là-dessus. Oui. Je vais quand même vous raconter que je sais aussi un peu de quoi je parle parce qu'il y a une dizaine d'années, un automne, je n'allais pas bien pour 1001 raisons qui ont toujours à voir avec plein de choses. Hein. La vie professionnelle, mais aussi des fois la vie personnelle. J'avais un groupe particulièrement difficile, une tête forte. Un genre de leader négatif, là, vaguement sociopathe. Qui prenait... Non, mais je parle pas de vous. Non, je sais. Qui prenait plaisir à me contre... Là, si vous marquez, si vous reconnaissez dans le... Quelqu'un qui prenait plaisir à me contredire et à contester chaque affirmation que je faisais. Un brillant, là. C'est pas... Un intelligent qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Les leaders négatifs, c'est pas des caves. C'est pas des caves. Et je me souviens parce que je donnais un cours de littérature québécoise. Puis en plus d'être désagréable en général, il me faisait sentir qu'il n'aimait pas le Québec, qu'il méprisait tout ce qui relevait de la culture, de la langue. Alors c'était comme à la fois une sorte d'antipathie personnelle et presque politique. Et ça venait me chercher. Je me souviens d'un moment où j'ai dû lever le ton, le remettre à sa place parce qu'il prenait trop de place. D'un autre moment où je l'ai encore recadré, j'avais de moins en moins envie de me retrouver avec ce groupe. Ça devenait lourd parce que les autres étudiants aussi sentaient la tension et en fait subissaient la médecine de cet étudiant-là qui faisait toujours un peu dérailler les choses. Et je veux juste vous dire que pourtant, là, même si ça devenait lourd, je ne voyais cet étudiant qu'à 4 heures par semaine durant 15 semaines. Vous imaginez qu'il y a des profs, quand ils sont pris avec des jeunes impossibles à vivre, ils les voient tous les jours, 7 heures par jour, pendant toute une année. Moi, je dois vous dire qu'au bout d'une bonne demi-douzaine d'interventions et de discussions, j'ai fini par perdre patience. Je me suis fendu d'une longue tirade sur le respect, le sens du dialogue. J'ai parlé même du Québec. J'étais très émotif. J'en appelais au reste de la classe. J'ai jamais fait ça. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai fait ça. Qui m'a même applaudi à la fin de mon discours parce qu'eux aussi en avaient assez. Sauf que je savais... D'abord, avec le recul, je sais que j'aurais dû en parler à des collègues, à la direction. Mais j'étais très fatigué. J'avais comme plus l'énergie d'en faire plus. Puis des fois, on a une vision... Quand on n'est pas bien, maintenant, on a une vision en tunnel. Tu sais, on voit plus bien. Et je savais en ce jour-là, en sortant de la classe, que je ne reverrais plus ce groupe. C'est-à-dire, c'était pas la fin de la session, mais que je ne pouvais plus continuer. Parce que la prochaine fois que j'allais devoir intervenir, je franchirais les limites de l'acceptable. Je suis allé voir un médecin qui m'a signé un congé qui a duré 2 mois. J'ai la chance d'avoir un bon médecin de famille. J'ai la chance d'avoir droit à un congé et à une conjointe aussi compréhensive. Mais je sais que certains profs, parce que je le souligne aussi, n'ont pas les moyens de prendre congé pour des raisons financières. Parce que aussi, un congé, tu n'es pas payé à 100%. Ta paie est amputée. Tu n'as pas les moyens de prendre congé parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu
ou que tu ne veux pas être stigmatisé, parce que c'est une autre affaire qu'on ne dit pas. Les problèmes de santé mentale, même si on en parle beaucoup, c'est encore difficile à admettre. Ben oui. Puis ça change le regard que les autres portent sur vous, ça change le regard que vous portez sur vous-même, que les élèves portent sur vous, sans compter que les assurances vous talonnent, vous posent des questions, vous appellent, veulent savoir comment ça va. Puis tu sais, quand ils veulent savoir comment ça va, c'est parce qu'ils payent, puis ils n'ont pas le goût de payer, puis bon... c'est pas simple de revenir en classe après ça non plus. Parce que quand vous revenez, c'est pas progressif. Là. Vous devez être là au maximum, tout le temps. De mon côté, l'histoire se termine bien. Je suis revenu, j'adore mon travail, mais je dois vous admettre, Godefroy et Fred, que encore parfois, il m'arrive, quand je suis très fatigué ou un peu déprimé, ou que j'ai un hiver difficile, d'avoir peur de ne pas finir une session. Parce que ça marque. Et l'automne prochain, c'est d'ailleurs la première fois que je vais redonner le cours de littérature québécoise. Ah qui oui? m'a mis en congé. C'est quand même drôle, hein, tomber malade en parlant du Québec. Mais c'est une boucle qui va se refermer. C'est une belle métaphore. Oui, c'est une belle métaphore. Fred, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce beau métier, sur ce qui peut être fait pour aider les profs à améliorer le réseau. J'aurais envie de vous parler des belles choses qui se font. J'ai reçu d'ailleurs des beaux témoignages dont je vais parler un jour. Je voudrais seulement plaider, en finissant, pour dire que les gens appuient davantage les profs. Oui. Évitent de les critiquer ouvertement devant leurs enfants. Parce qu'on fait beaucoup ça. Dans une souper familiale. Ouais, l'enfant arrive, il dit « Hey, le prof, il m'a demandé ça. Ouais. » Puis évidemment, l'enfant a le droit de le dire. Ouais. Puis ça ne veut pas dire que c'est toujours acceptable, mais des fois, il y a un contexte. Ouais. Puis il ne faut pas nécessairement présumer que le prof est stupide ou qu'il a une mauvaise foi. Parce que quand vous fragilisez ou que vous ridiculisez un prof devant votre enfant, ben l'enfant, lui, il a compris que ce prof-là n'a pas rapport, qu'il ne devrait pas faire ça. Ouais. Et ça se reflète dans une classe. Oui, il peut y avoir des cas problèmes, mais la majorité des profs travaillent fort, se donnent corps et âme et tâchent de survivre dans un contexte qui n'est pas facile. Oui. Alors voilà. Merci à vous. Et je pourrais dire aussi aux gens, allez aux réunions de parents. Ouais. Oui. Parce que par expérience, moi je suis allé et au primaire et au secondaire et bientôt je vais recommencer le grand cycle des réunions de parents. On est rarement beaucoup dans les classes. Oui, c'est vrai. Les parents vont pas tant que ça. Alors, fait que commencez par y aller. Ça va humaniser aussi les gens qui enseignent à vos enfants. Vous allez voir des vraies personnes. Ouais. Je donne juste un autre exemple rapidement, mais tu sais, à un moment donné, j'ai une fille, ma plus jeune a besoin de plus de services, puis elle avait besoin d'une psychoéducatrice, puis d'une intervenante. Puis tu sais, des fois, on parle à la maison de ces gens-là, puis on les connaît pas encore, puis là, on se fait une idée. Oui. Puis des fois, si notre fille a moins d'atomes crochus, bien là, on pense que c'est la personne qui a un problème. Oui. Allez la rencontrer. Oui, voilà. On a rencontré les deux, puis on s'est rendu compte, maudit que c'est du bon monde, qui savent ce qu'ils font. Puis là, on a eu confiance. Mais la confiance, comme vous dites, ça se bâtit, mais ça commence par un contact. Oui, tout à fait. L'enseignement est une affaire de relation. Oui, absolument. Oui. Ainsi que la balado. Et c'est tellement agréable de vous avoir dans le visage, dans les luxueux studios de la balado. Pour avoir bien senti l'émotion de Mathieu pour parler de son métier comme ça. Messieurs, merci infiniment. C'était passionnant, encore une fois, cet épisode. Merci à vous. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 30e épisode. Mon Dieu que c'était le fun d'avoir Mathieu et God, comme on vient de l'entendre, vraiment. Et j'aurais aimé ça qu'Hélène soit là aussi. Malheureusement, elle n'était disponible qu'en début de semaine. Puis j'étais un peu cloué au lit par un épisode de grande fatigue, mal de tête, qui ressemble à... Ça fait plusieurs mois que j'ai ça. Je ne sais pas si à la maison aussi, il y en a qui ont ça. Je pense pas que c'est la COVID longue, mais une espèce de virus qui part et qui revient, qui est quand même pas virulent comme une grosse grippe carabinée, mais qui revient aux 6, 7, 8 semaines, puis là, t'es comme 2 jours moins. Alors, voilà, c'est ça qui m'affligeait en début de semaine. Sinon, on aurait eu en plus une chronique d'Hélène. On va sûrement la retrouver la semaine prochaine, je l'espère. Je le dis parce que j'en parle pas chaque semaine, mais je le rappelle, si vous n'avez pas encore participé financièrement à la balado puis vous voulez le faire, c'est toujours possible de le faire. Vous allez sur lefredsavard.com, il y a plusieurs options via PayPal et via Stripe pour les dons uniques, mais si vous voulez donner de façon mensuelle, et ça va se poursuivre pour la saison prochaine si c'est de façon mensuelle sans problème. Moi, je vais fermer en fait l'année financière de la saison 5 le 1er juillet. En fait, le 1er juillet, ça va être le début de la saison 6, mais les épisodes vont continuer cet été. Mais tout ça pour dire que c'est toujours temps, si vous ne l'avez pas fait puis vous voulez le faire, de participer financièrement à la balado. Alors, mais voilà. On va terminer en musique. Et là, je fais un traumavertissement d'oreille. Ça va être quelque chose de
de particulier pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'univers de la musique métal, mais là, ça va être du métal vraiment doux. C'est le groupe Suno que j'ai envie de vous proposer. Vous savez, aujourd'hui même, c'est le couronnement de Charles III et à la balado, on s'entorche. Et de plus en plus, au Canada aussi, au Québec, ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on n'est pas tellement monarchiste, mais je trouvais ça quand même drôle d'enfin trouver un prétexte pour vous parler et vous faire entendre le groupe Suno. Je vous le dis, c'est vraiment particulier comme proposition musicale, mais si vous ouvrez votre esprit, que vous mettez vos préjugés dans votre petite poche de côte, comme le disait Yvon Deschamps, vous allez peut-être pogner quelque chose. Donc, groupe américain, formé en 1998 à Seattle par Stephen O'Malley et Greg Anderson. Je ne suis pas sûr que Greg Anderson était là dès le début, mais là, il est là présentement. C'est un duo. Il y a juste la guitare. Il n'y a pas de basse. Il n'y a pas de batterie. Ça arrive, là, mais c'est très rare. Il n'y a pas de paroles. Des fois, il y a des espèces d'incantations. Je dis que c'est du métal, mais en fait, c'est du drone métal. Là, les étiquettes, on peut s'y perdre. Là. Il y en a qui parlent de doom metal. Il y en a qui disent que ça fait partie de la grande famille du black metal. C'est quand même assez ambiant comme musique, mais ce n'est que de la guitare et de la réverbération et des effets d'amplification. Mais quand on se laisse aller, ça devient effectivement incantatoire, ça devient une musique apaisante, même si elle est du côté du mal. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'en écoute pas chaque jour, évidemment, mais j'en écoute assez souvent. Il faut comprendre aussi que c'est un groupe qui, en spectacle, il paraît extrêmement particulier. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir encore. Ils vont peut-être revenir. Souvent, ils vont à Victoriaville, au Festival de musique actuelle. Moi, on me dit que des gens qui ont assisté à un spectacle de Suno ont vu des gens tomber dans les pommes tellement que le son est fort. Parce qu'ils sont aussi réputés pour jouer extrêmement fort et jouer extrêmement bas. Pour ceux qui jouent un peu de guitare, là, souvent dans le métal, on va baisser la tonalité de la grosse corde, là, du mi, on va la ramener à un ré, ce qu'on appelle du drop D. Eux, ils font du drop A. Donc, ils baissent la tonalité au La. Et donc, la pièce que je vous offre aujourd'hui, c'est la pièce Kingdoms. Donc, petit clin d'œil au royaume britannique qui accueille un nouveau roi, même si on s'entorche. Mais c'est un excellent prétexte pour vous présenter Suno. Ça dure 11 minutes, donc installez-vous, mettez-vous des bons écouteurs, peut-être un petit verre de quelque chose si ça vous fait plaisir, ou un petit 2 papiers de quelque chose si ça vous fait plaisir, et laissez-vous aller. Accueillez cette ambiance qui a l'air sombre, mais qui finalement fait partie de nous, et qui peut être apaisante. Bonne semaine tout le monde.